Alors, on revient à nos cours. J'espère que vous avez bien dégusté le café. Donc, nous invitons notre ami Sinafa, c'est Ahmed Sinafa, pour la deuxième communication. À vous la parole, professeur Sinafa. Merci. De nouveau, Azul Filaoun, Swam Tharwam. Vous avez bien pris un bon petit café, et donc on va parler de MAF. Rassurez-vous, je ne serai pas trop insistant sur ce qu'on a mangé. D'accord? Donc on va parler de maladies en rapport avec le dysmétabolisme. Et donc on va parler de MAF. Et de nouveau, je vais réitérer mes remerciements à messieurs, mesdames, les organisateurs de la journée pour nous avoir permis de poursuivre nos débats dans cette ambiance conviviale, riche et productive. Alors, le parcours des soins. On va parler de parcours de soins. Chacun peut entendre le mot parcours un petit peu sous son vocable. Alors, les liens d'intérêt, vous les connaissez. Là, je vais parler encore un petit peu plus de médicaments. Et puis, je vous laisse découvrir, donc le temps que ça fasse venir un peu les gens, en toute ambiance, tout humour. Il se pourrait que s'il y a des matheux, que le tour de taille du téléviseur soit inversement proportionnel. Donc, c'est les hypothèses à vérifier. Si vous voulez, on fera de larges études sur ça. D'accord? On se regardera tous un peu. Et puis, donc, vous voyez, au fait, pourquoi passer de la non-alcoolique fatty liver disease, donc surcharge en graisse du foie d'origine non-alcoolique, à métabolique associated fatty liver disease. Je pense que déjà, culturellement, ce terme devrait avoir notre préférence, mais il faut comprendre que ce n'est pas uniquement un problème de sémantique. Ce n'est pas uniquement un problème de nom. Alors, n'ayez pas peur, les hépatologues ont l'habitude de définir les choses parce qu'elles ne sont pas. Si vous disiez les hépatologues ont l'habitude, vous vous souvenez, jusqu'à 1989, les hépatites C, on les appelait les hépatites non A, non B. Donc c'est pareil, on a un petit peu, c'est la logique des hépatologues, c'est comme ça. Donc on définit quelque chose parce qu'elle n'est pas. Est-ce que vous trouvez logique qu'on définisse une maladie par rapport à l'absence d'alcool? Ça peut passer dans certaines populations, dans certaines cultures. Je trouve que c'est tout à fait légitime qu'il y a, depuis maintenant un peu plus d'une année, il y a eu un consensus qui se dégage pour dire que finalement c'est un syndrome métabolique, c'est une maladie métabolique associée à une maladie du foie. Donc, peut-être faudra-t-il préférer le terme de metabolic associated fatty liver disease, et vous avez l'historique qui trace un petit peu tout ça. Alors, je vais parler de parcours de soins. Que faut-il entendre par parcours de soins? Ici, j'ai essayé de retrouver le parcours de Loetschleuf, et cette ville qui nous accueille aussi gentiment. Donc si je vous dis le parcours, vous allez me dire, il prend naissance dans Djebel Armor et puis il va se jeter à 10 km au nord de Mostaganem. Donc vous avez vu que j'ai lu un petit peu. Et donc moi je vais vous parler d'un parcours de soins qui concerne le malade. Et donc je vais vous décrire toutes les étapes. Les étapes comportent le phénotype de la maladie, quelle est exactement cette maladie, la décrire, ses circonstances de découverte, dans quelle situation on peut la rencontrer, et vous les connaissez toutes et tous parce que vous faites ça quotidiennement. Et puis, on va parler un petit peu d'accès aux soins, bien que ce n'est pas tout à fait ma vocation. Moi, je vais surtout décrire l'accès aux soins, les soins primaires en première ligne, le recours aux spécialistes, et quel type d'exploration on doit faire pour pouvoir identifier à coup sûr cette maladie. Et vous voyez qu'il y a une complémentarité avec ce qui a été dit ce matin, c'est un peu graduel. On va parler aussi de traitement et de prévention très rapidement, ce n'est pas le but. Le but, c'est de décrire donc le traitement. Le but de notre propos, c'est de décrire le parcours du malade, de l'amont vers l'aval, en essayant de voir que ça dégagera des situations de coût, et en parlant aussi du temps. Parce que si c'était qu'un malade, ça serait simple, mais si ça touche à peu près 20 à 30% de la population, vous imaginez comment il va falloir sélectionner pour voir tous ces patients.
Alors, avant tout, on doit tous ensemble définir la maladie. À ce jour, la définition, elle est histologique, c'est-à-dire que vous allez faire une biopsie de foie, vous allez trouver des vacuoles que vous voyez, donc une ballonisation et une inflammation lobulaire. Ça définit la NASH, non, ou la MASH, la Metabolic Associated Steatosis Hepatitis, ou bien uniquement le stade de stéatose, comme nous allons voir. Donc, cette définition, elle est histologique, c'est le gold standard, mais c'est ce qu'on avait dit ce matin, peut-on réellement faire une biopsie à tous les gens qui ont un syndrome métabolique? Vous verrez très rapidement que c'est difficile à faire. Alors, il faut savoir distinguer deux tableaux. Vous avez un tableau de stéatose isolée, qui heureusement concerne la majorité des gens, 80 à 85%, et vous avez 10 à 15% des gens qui feront des stéatoses hépatiques. Dit Blaja Charbia, la grande majorité n'a pas de maladie, a une curiosité qui est de la graisse dans le foie. Donc c'est quoi? C'est l'ingurgitat, comme il y a un déséquilibre entre ce qu'on mange et ce qu'on consomme, il y a de l'énergie qui s'accumule, il y a des triglycérides, et ces triglycérides sont assemblés par le foie, c'est une de ses capacités, et il les dépose sous forme de vacuoles. Dans 15 à 20% des cas, il y a une réorganisation, et ces vacuoles, là où figurent les flèches, ont entraîné une souffrance, une inflammation, une apoptose, et tous les mécanismes qui conduisent à la lésion hépatique, et là, ça devient une hépatite. Donc, retenez qu'il y a deux tableaux. Oui, là, ça a un petit peu bougé sur l'illustration, désolé. Et donc, on va aller voir un petit peu. Retenez qu'il y avait deux tableaux. Un tableau de stéatose pure, simple, non compliqué, et un tableau de maladie hépatique qui peut évoluer pour son propre compte. Et tout ça est modulé par les comorbidités. C'est-à-dire, si vous buvez de l'alcool en plus, si vous avez une hépatite B, si vous avez une hépatite C, eh ben ça ira plus vite, on aura plus de malchance d'être malade du foie au lieu de ça. Alors, quand rencontre-t-on cette maladie? Je vous parle de la cohorte Constance. C'est une cohorte française, 102 000 malades, et on a regardé quelle était la prévalence de cette stéatose, je parle de stéatose NAFLD pure, et vous voyez très bien que cette prévalence, elle est d'environ 72% chez les obèses, elle est de 62% chez les diabétiques, et elle est de l'ordre de 51%, un malade sur deux qui a des transaminases élevées. Donc c'est un gros motif de cytolyse. Si on regarde comment il faut lire ces tableaux, si vous êtes obèse, vous avez un diabète de type 2 et que vous avez des transaminases normales, vous avez, regardez tout à fait au fond, 96% de probabilité d'avoir une stéatose hépatique. Donc les facteurs de risque, c'est un petit peu ça. Maintenant, une fois, je dois rappeler que cette cohorte, cette classification a été faite, bien entendu, on n'a pas biopsié les 102 000 patients. On a estimé chez eux, comme la question qui m'avait été posée ce matin, on a utilisé chez eux des scores non invasifs de fibrose, et on a fait un calcul basique, le Fatty Liver Index, l'index de graisse hépatique, et le Forms Index, qui sont des formules qui sont désuètes. C'est-à-dire déjà, quand on sort les résultats de la cohorte, les tests qu'on a utilisés sont déjà has-been. Ce qui veut dire que quand vous allez faire un projet, il faudra faire toute une revue de biblio pour ne pas être has-been. C'est comme quand vous pensez avoir acheté le dernier modèle de voiture, vous la commandez, vous attendez 10 ans, et bien déjà le modèle il est presque périmé. Donc il faut savoir anticiper, c'est un des points qu'on a compris de l'organisation. Alors si on regarde à travers cette cohorte, comment était distribuée la fibrose, autrement dit, la prévalence de la NAFLD et de la fibrose avancée. Vous voyez ici, parmi les 102 000, 16% avaient de la NAFLD. Parmi ceux qui avaient de la NAFLD, 2,6% avaient une fibrose significative. Donc vous voyez, à la louche comme ça, si je fais dans la salle, 20% parmi nous devraient avoir de la NAFLD et 3% parmi nous
devraient avoir de la stéatose. Et encore, j'ai exclu ceux qui boivent de l'alcool. Je ne vous ai pas oublié, mais on les a exclus. D'accord? Donc vous voyez, alors si on regarde maintenant à travers cette population, ceux qui avaient de la fibrose sévère, vous me suivez? Parmi ceux qui avaient de la fibrose avancée, quelle était la prévalence selon les groupes à risque? Et là, on découvre quelque chose dont on a parlé hier et quelque chose que vous connaissez très bien maintenant. Ben, si vous regardez, les groupes à risque, ce sont ceux qui ont des obèses à 2,5%, 2,6% pour la globalité, 2,5% pour ceux qui ont des obèses, et vous voyez qu'on passe à 7,5 à 8% chez ceux qui sont diabétiques. Donc, il existe, parmi les patients diabétiques, une prévalence accrue de la fibrose significative. Et là, tout de suite, ça fait tilt. Il va peut-être falloir qu'un jour, on évalue nos malades diabétiques par rapport à la fibrose. Alors, d'où tout l'intérêt. Est-ce qu'on peut tous les biopsier? Impossible. Mais on pourra, au moins, at least, leur proposer à chacun un test de dépistage gratuit qui ne coûte rien, qui vous coûtera juste quand vous leur demanderez une formule, des globules rouges, des plaquettes, des transaminases, et avec ça, vous pourrez les classer fibrose significative ou non significative. Et donc, vous voyez, on a déjà mis le pied à l'étrier. Rien qu'avec ça, très simplement, sans avoir fait de grands miracles, sans avoir fait de réunion. Juste un peu de volonté. Alors, dans cette cohorte, parce qu'il fallait étudier cette population pour pouvoir prendre des décisions, et les autorités, la haute autorité de santé, s'est basée sur cette cohorte pour prendre des décisions. Alors, si on regarde la prévalence des comorbidités selon la NAFT et la fibrose significative, vous voyez qu'en jaune, toute la population, en orange, la population qui a de la NAFT, et en rouge, ceux qui ont de la NAFT et de la fibrose significative. Vous voyez, CVD veut dire Cardiac Vascular Disease, les atteintes cardiaques, les cancers extra-hépatiques, EHC, extra-hépatique cancer, et ceux qui ont Chronic Kidney Disease, dont on parlait hier. Et vous voyez, cette plaquette est déjà édifiante puisqu'elle montre que parmi ces gens-là, il y a une pathologie. Et je reviens à ce qui a été dit hier, ce concept où on disait cardio, rénal et tout. Et donc finalement, on était bien dans le vrai du sujet. Depuis 3 jours, nous sommes bien dans le vrai du sujet. Alors, il y a aussi une prévalence accrue des cancers, notamment des cancers hépatiques, puisqu'on va le voir, c'est un peu le problème de la NASH avec fibrose, mais il y a aussi une prévalence accrue de cancer extra-hépatique dans cette maladie. Donc là, c'est le premier constat. Voici ce qui caractérise cette population, mais maintenant, comment allons-nous agir? Alors, pour être un peu complet, parce que si vous voulez qu'on établisse un plan, admettons que nous soyons de grands décideurs, il faut qu'on ait des données en main pour pouvoir établir un plan. Donc, y a-t-il un traitement? À ce jour, il n'y a pas encore de traitement étiologique validé, mais on pourra en discuter, il y a des pistes. Et donc, jusqu'à ce jour, vous voyez comment il faut lire cette courbe. Donc, sur nos 102 000 patients, hein, c'est toujours les mêmes. Vous voyez que le SODA expose. Certains ont dit, après avoir presque contrôlé le sida, on affronte la maladie du soda. Le jeu de mots est osé, je m'en excuse auprès de vous. Le tabac et l'alcool sont des facteurs exposants. Par contre, bonne nouvelle, messieurs les organisateurs, le café est protecteur. Donc, continuez à offrir du café à vos congressistes. C'est une bonne idée. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Alors, les consignes hygiéno-diététiques, dans ce contexte, on ira très vite. Probablement qu'il faudra qu'un groupe de nutritionnistes algériens se penche sur les consignes hygiéno-diététiques en Algérie de manière à les adapter. Donc j'irai très vite sur ça. L'exercice physique, ça tombe presque sous le bon sens, encore qu'il faille s'entendre sur le type d'exercice physique qu'il faudra réaliser. Traverser la rue d'Idouche Mourad en serrant la louche à tout le monde, c'est pas tout à fait, je m'excuse, c'est la rue que je connais, mais disons, c'est pas tout à fait, il faut que ce soit de la marche accélérée quand même, hein.
C'est pas si vous arrêtez pour saluer tous vos copains, toutes vos copines, ça s'appelle une campagne électorale si vous voulez, mais ce n'est pas de la marche accélérée. N'y croyez pas trop, d'accord? Il faut investir dans les baskets. Alors, pourquoi? Parce que les règles hygiéno-diététiques dans la NAFLD arrivent à améliorer elles-mêmes la maladie, d'accord? Et donc, vous voyez ici cette diapo, je l'explique, parce que vous pouvez l'utiliser pour vos malades. Je l'utilise. Alors, comment elle se lit? Vous avez l'amélioration du NAS, c'est le score d'activité. De l'autre côté, on l'oublie. Mais on va se pencher sur la résolution de la NASH, c'est-à-dire presque la guérison de la maladie, la résolution de la NASH, l'amélioration de l'atteinte hépatique. Si vous, en bleu, figurent les gens qui ont perdu 10% de leur poids. Si vous perdez 10% de votre poids, vous avez 90% de probabilité de la disparition de la NASH. Mais malheureusement, dans cette cohorte, seuls 9% des gens ont réussi à perdre 90% de leur poids. Donc vous avez compris? Moi, j'utilise beaucoup cette diapo pour expliquer à mes malades. De la même façon, si vous perdez 5% de votre, si vous perdez 7 à 10% de votre poids, vous avez 64% de probabilité de guérir, de faire disparaître la NASH. Pas de guérir, parce que le syndrome métabolique persiste, mais d'améliorer l'état du foie. Malheureusement, seuls 5% y ont pu arriver. Donc, il faut garder une activité, il faut inciter vos malades à maintenir des consignes hygiéno-diététiques. Mais ça, je vous laisse découvrir le problème. Si moi je suis promoteur, je suis un industriel, je veux monter un essai clinique, je veux mettre un groupe de malades, je vais faire une étude en parallèle, randomisée, chez des patients qui souffrent de NASH, je vais les mettre dans un groupe, il y en a qui auront le médicament actif, je vais l'appeler le Topovir ou le Schlefovir Perfecto, ben on va lui dire comme ça, et puis je vais mettre un placebo. Ben dans le groupe qui ont le Schlefovir Perfecto, ils vont perdre du poids, et la perte de poids va être encore plus efficace que le médicament. Donc je ne pourrai pas montrer ma différence. Et c'est pour ça que ça patine un peu dans la conduite des essais cliniques. Parce qu'il faut qu'on fasse un bond. Vous avez connu ça sur les hépatites, c'est un principe. Si vous avez, ça s'appelle, il faut maintenir un équilibre entre les groupes, quand il va falloir atteindre un bond significatif de manière à être plus important que le placebo. D'accord? Donc c'est ce qui explique un peu. Vous avez aujourd'hui, donc la transition, il y a eu 55 médicaments au moins qui ont été testés dans cette maladie. Et il ne reste plus beaucoup de candidats, mais on en sort régulièrement, de telle sorte que je vous ai mis ici, je ne voudrais pas vous... Le but du jeu, ce n'est pas de vous faire des flèches de tous les sens, de trucs, mais aujourd'hui, si vous venez me voir en consultation, si vous avez une NASH sévère, si vous êtes jeune, si vous êtes motivé, si vous acceptez le principe d'un essai clinique, je vous mettrai dans le service où je travaille, je vous mettrai dans un essai clinique qui comporte une combinaison avec donc vous connaissez mieux que moi, un anti-GPL1, un inhibiteur PPAR et un analogue FXR, par exemple. Et les études sont en train de se faire vers les combinaisons ou un agoniste de l'acétyl-CoA. Donc, voilà, plusieurs pistes, parce qu'on considère que comme c'est une maladie où il y a plusieurs facteurs associés, ça a été dit aussi hier, il faut parier sur les combinaisons thérapeutiques synergiques. D'accord? Donc là, vous connaissez la population, vous connaissez les médicaments, vous avez même des recours, ça a été dit hier, la chirurgie bariatrique, et j'insisterai, j'aime bien cette phrase qui a été dite par une confrère, par une consoeur, qui a fait une revue exhaustive, elle est dans Hépato-Gastro-Entérologie, elle est référencée, qui dit que la chirurgie bariatrique, ce n'est pas qu'une opération, c'est un process. Et les chirurgiens le savent, et ils en parleront mieux que moi. Quelqu'un qui a eu une chirurgie bariatrique, il doit adhérer aussi à la vitaminothérapie et à toutes les consultations qui suivent. Et donc, la chirurgie bariatrique est une solution.
en sachant que je m'attendais à ce que tout le monde, là, à la mode en France, quand je présente ça, tout le monde me dit, et le tirzepatide, vous savez, ce fameux médicament, le tirzepatide, qui combine j'en ai pas entendu parler hier, GPL1, GIP, et avec 20% de perte de poids. Donc, qui concurrence pratiquement la chirurgie bariatrique. Il y a même des expériences actuellement, je parle sous contrôle pour les endoscopistes. Dans le service où je travaille, nous essayons de mettre en place, c'est une étude européenne, où au lieu de faire la chirurgie bariatrique, on fait les sutures endoscopiques. Endonnage, c'est un protocole. Faire ça de façon... parce que c'est réversible et ça peut revenir. Donc, je rappelle les indications de la chirurgie bariatrique telles qu'elles ont été validées en 2009 par l'HAS. C'est vrai que quand il y a une pathologie sévère qui n'est pas contrôlée, on a tendance à argumenter, à aller un peu plus, mais il faut quand même savoir que la chirurgie bariatrique, ça reste à exercer dans des centres spécialisés, recours 3, et que le patient soit bien préparé dans un parcours. Ne prenez pas peur. Là, je vous rappelle l'histoire naturelle. Cette diapo est très facile à lire, elle est assez complète. Donc, vous avez un foie sain. Dans 25%, il va avoir une perturbation de la lipogénèse, et on va aboutir à la NAFLD. Cette NAFLD va passer à la NASH, c'est-à-dire le développement d'une cirrhose, que pour 15%. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. 80% sont des stéatoses pures, 20%, 15-20% vont aller vers la NASH. Et parmi ceux qui ont une NASH, certains vont faire une fibrose avancée et vont développer un cancer du foie qui les conduira soit à la transplantation hépatique, soit au décès malheureusement. Donc, à l'origine, le primum movens, c'est l'obésité, le diabète et l'insulinorésistance. Et cette transformation, cette fibrogénèse dont on a parlé ce matin, elle est soumise à des facteurs influençants et on passe plus rapidement si on boit de l'alcool, si on a des comorbidités, si on fume, et il y a aussi certains polymorphismes génétiques qui commencent à apparaître. Donc, quand vous allez interroger vos patients, le fait qu'ils vous disent dans ma famille, mon père est décédé d'un cancer du foie où il n'a jamais bu, mais il a fait très très vite une maladie. Donc, on ne recherche pas encore PNLPA3 ou TMF6. On ne recherche pas encore les polymorphismes génétiques, mais on recherche, on les pratique quotidiennement. Donc, il y a quand même des influences génétiques qui font qu'on va plus facilement vers la fibrose que d'autres. On n'est pas toujours tous égaux au niveau potentiel génétique. Donc, les chiffres en rouge, ce sont les étapes thérapeutiques. Évidemment, quand on arrive à un stade tardif, le numéro 4, c'est le standard of care, c'est-à-dire la prise en charge des complications. Ce qu'il faut savoir aussi, ça c'est une diapo qui est récente et qui documente que la variation annuelle en pourcentage de la mortalité liée au CHE est plus élevée pour la NAFLD. Donc la NAFLD commence à poser de gros problèmes en matière d'occurrence de l'hépatocarcinome. Et pratiquement aux États-Unis et en Europe, l'indication de transplantation pour NAFLD commence à devenir prépondérante. Je dis NAFLD et complications. Donc ça, c'est l'EASL juin 2022. Effectivement, il faut savoir quelle est la morbidité de ces patients et la mortalité aussi. Et vous voyez que finalement, ces patients, et là, il faut savoir le dire, seuls 13% vont mourir de complications hépatiques. Autrement dit, moi je reçois des malades, je suis hépatologue, je dois leur expliquer que la gravité de la maladie, c'est en cardio et en diabéto, ou en oncologie. Donc vous voyez l'exercice? Et donc il faut qu'on apprenne à travailler ensemble, et il faut qu'on apprenne à développer des parcours de soins pour repérer chaque malade. Et le parcours de soins, c'est d'offrir à chacun sa meilleure chance, pour ne pas occasionner de perte de chance. Donc vous voyez, cette diapo, elle est importante. Il faut savoir, pourquoi les gens viennent plus facilement chez les pathologues? Parce que c'est plus facile à mettre en évidence une stéatose, une élévation des gamma-GT ou une cytolyse. Donc, les malades doivent bénéficier d'une orientation, ce qu'on va essayer de savoir. Alors, toute la problématique, et c'est la diapo capitale, c'est
comment faire ce parcours de soins. Maintenant, vous avez tous les éléments pour réfléchir et pour participer à l'interactivité. Imaginez-vous, grand décideur, vous avez 25% de la population qui est atteinte, vous ne pouvez pas les biopsier, on est d'accord, hein? Donc vous allez utiliser des tests non invasifs pour les amener vers une prise en charge. Et toute la problématique, ça va être d'assurer en même temps le traitement et en même temps le suivi. Vous imaginez ce que ça représente, 25% de la population, et comment passer à travers cet entonnoir. Il y a bousculade là, d'accord? Sachant que vos recruteurs principaux seront toutes ces composantes dont on parle depuis 3 jours maintenant. Les hépatologues, les cardiologues, les pneumologues, les endocrinologues, et il y a aussi d'autres intervenants. Les soins dentaires, et patati et patata, et on va vous mettre tout ça tout à l'heure. Quand vous imaginez que c'est vous qui allez faire les recommandations, comment vous allez gérer tout ça? Combien ça va coûter? De quel personnel disposez-vous? De quel potentiel disposez-vous pour pouvoir mettre tout ça en place? Sachant qu'il y a un seul intérêt, c'est de travailler tous en commun et de dégager chacun une piste pour l'autre. Parce qu'il faudra les prendre en charge globalement, explorer tout le phénotype de la maladie. Hier, on a entendu parler d'apnée du sommeil. On vous a dit qui devait bénéficier d'une recherche d'un syndrome d'apnée du sommeil, qui doit aller en cardio, qui doit aller en cancer. Alors bien entendu, moi je pose les questions, mais vous imaginez que je n'ai pas les réponses, je suis comme vous. Mais tous ensemble, on doit réfléchir et on doit agir pour essayer de participer à la solution. Alors, à titre individuel, je vous rassure quand même, c'est pas parce que je vous ai dit, c'est pas parce qu'on a, j'avais dit avant-hier, je crois, qu'on est à une obligation de moyens. C'est pas parce qu'il n'y a pas de décision qu'on va rester les bras croisés. À titre individuel, il existe des solutions. Voici une des solutions qui est proposée, c'est de faire un fibroscan dont on a parlé ce matin. Vous faites un fibroscan et vous voyez dans la courbe en vert, si le fibroscan est inférieur à 8, la valeur prédictive négative est de 90%. C'est-à-dire si toutes les mesures, le fibroscan est bien fait, que toutes les mesures sont inférieures à 8, l'élasticité, vous pouvez dire à votre malade qu'il a 90% de ne pas avoir grand-chose et surtout de se rassurer et de revenir vous voir dans 6 mois ou l'année prochaine. Donc voilà une première approche individuelle. S'il a un fibroscan d'emblée supérieur à 14, vous allez lui dire, écoutez, je pense que vous avez probablement de la fibrose significative, je vous envoie chez mon collègue gastro-entérologue et pathologue. Donc vous voyez, une façon assez éthique et efficace de choisir les malades. Maintenant, il n'y a pas que nous. Il y a des pays qui ont réfléchi à ça. Voici ce qui a été fait en Angleterre. En Angleterre, les gens donc, ont pris des malades qui avaient des transaminases élevées, sans consommation excessive d'alcool, négative, pas d'hépatite A, pas d'hépatite B, pas d'hépatite C, pas de maladie de surcharge, donc ce qu'on sait faire, et ils leur ont fait un FIB4. Et vous voyez que si, branche de verte, quand le FIB4, que vous savez tous faire maintenant, s'il vous plaît, retenez une chose, le FIB4. Si vous savez faire un FIB4, que tout le monde doit savoir faire, comme une clairance à la créate, s'il est inférieur à un 30, il est gardé auprès de son médecin généraliste qui doit gérer le syndrome métabolique, essayer d'obtenir une perte de poids, qui va lui proposer annuellement des tests fonctionnels hépatiques et qui va surveiller la fibrose tous les 3 ou 5 ans. Ça, c'est les propositions anglaises. Elles sont appliquées en Angleterre. Et regardez ce qu'elles permettent, les Anglais, la stratégie anglaise, c'est de dire, voilà, on évite le nombre de recours non nécessaires. Parce que si vous envoyez toutes les stéatoses banales chez les pathologues, il va vite se fatiguer. Et de toute façon, il faut être terre à terre, même s'il va finir riche, mais il va finir fatigué et pas très efficace. Et le système va être encombré. Donc l'éthique, c'est de laisser une place pour les autres aussi. Alors, pourquoi j'essaie de vous convaincre? Voici, cette diapo a été très commentée à Londres en juin dernier. Et donc, elle illustre la valeur pronostique du FIB4 telle qu'elle est faite en médecine générale. Je connais les capacités, la motivation de nos médecins en Algérie. Tout le monde est capable de faire un FIB4.
Chez les patients obèses et ou diabétiques de type 2, le FIB4 est un facteur pronostic d'événements hépatiques. Donc on peut toujours mettre une chose comme ça dans son dossier. Voici ce que ça a donné quand on a stratifié. Et donc vous voyez qu'en prenant le FIB4, ceux qui avaient des FIB4 normaux, faibles, moyens et élevés, et donc vous voyez que ça reste assez prédictif des complications, des événements hépatiques, des événements cardiovasculaires, de la mortalité, toutes causes confondues. Alors vous me direz, si vous croyez à cette diapo, tout a été fait, on va arrêter. Tout a été fait. Mais il faut toujours avoir l'esprit critique. Je l'ai toujours dit, à toutes les réunions qu'on a fait, il faut avoir l'esprit critique. Quand vous voyez un odds ratio qui passe de 1 à 16, il faut toujours être méfiant, il faut toujours avoir un peu de recul. Dès que vous avez un odds ratio qui passe 5, soyez vigilants, on n'est pas plus malin que les autres. C'est parce qu'il y a des biais, parce que ça c'est une cohorte de malades qui sont venus en secteur hépato. Donc pour être objectif, il aurait fallu une cohorte qui aille indifféremment en hépato, en diabéto et en gastro et en cardio. Donc vous voyez, il y a un petit biais. Donc je ne vais pas vous dire ça lave blanc comme Primo. Donc il faut savoir lire un petit peu et c'est ce que je dirais dans notre conclusion. Il y a des pistes, mais il faut savoir être objectif et monter des études qui soient non biaisées, comme on a beaucoup insisté hier après-midi. Il faut aussi savoir se méfier chez le diabétique, parce qu'il ne faut pas être surpris de voir les mécanismes inflammatoires sont différents. Donc forcément, est-ce que tout ce qu'on a dit pour le sujet qui n'a pas de diabète, est-ce que c'est valable? Eh bien, il faut être un peu plus prudent, de telle sorte qu'il faudra mieux contrôler, peut-être pas les faire en phase où ils ont une hémoglobine glyquée trop élevée, plutôt les faire en phase stable et regarder un petit peu tout ça. Et c'est pour ça que les recommandations chez le diabétique ont été un petit peu plus rigoureuse. Et donc la proposition d'algorithme de diagnostic de la fibrose, c'est, quand il n'y a pas de diabète, c'est de faire commencer par des tests non invasifs, des tests sériques. Je représente ça, les petits tubes là, c'est tout ce qu'on fait par prélèvement sanguin, SNF, score non invasif. Que ce soit un fibromac, que ce soit un fibrotest, que ce soit un fibromètre, que ce soit un AFL score, ce que vous voulez, un test sérique. Et puis dans un deuxième temps, si vous avez des valeurs limites, puis après faire un fibroscan, alors que chez le diabétique, il est plutôt recommandé de faire les tests et le fibroscan en même temps et d'analyser la concordance. De telle sorte qu'aujourd'hui, si on me demandait à moi mon opinion personnelle, comme ça a été demandé tout à l'heure, je vous la livre. Elle est adaptée. Moi, je suis que manœuvre spécialisée. J'applique et je lis ce que les autres ont dit. Donc, Jérôme Boursier, sur 1057 patients, dont juste la moitié avait une biopsie de foie, il a élaboré cet algorithme, donc que j'ai adapté un petit peu, en faisant une orientation des patients, en disant on va commencer par un FIB4. Donc, vous avez compris la musique. Vous faites votre FIB4, s'il est inférieur à 1,30, c'est une fibrose minime. S'il est supérieur, on va faire une élastométrie en jaune, un fibroscan. Et si le fibroscan est inférieur à 8, on rejoint la piste de tout à l'heure, ça reste une fibrose minime. Intermédiaire, on va refaire peut-être un test. Et quand le fibroscan est supérieur à 12, il y a probablement une probabilité de fibrose significative, et je vais doucement exprès. Et dans ce cas-là, en cas de fibrose minime, ça a été fait, le risque, vous allez établir un risque de référence de développer un événement délétère, il est à 1, c'est le risque de référence, il monte à 1,3, il monte jusqu'à 3,8 pour la strate intermédiaire, et il va jusqu'à 12 pour la strate de gravité. Donc on corrélaire, vous allez aider votre décideur. La première partie, ceux qui sont à faible risque, eh ben, ils vont aller être suivis par leur médecin généraliste, leur médecin en soins primaires. Et à l'inverse, ceux qui ont des facteurs de risque élevés, ils vont aller régulièrement chez les pathologues qui va dépister
l'hypertension portale et le cancer. Et vous faites des économies raisonnables sans avoir occasionné de perte de chance, puisque vous avez stratifié votre conduite, votre prise de risque sur, effectivement, l'identification du risque. Un risque faible, il reste en soins primaires. Un risque intermédiaire, et il va rejoindre ceux qui sont à risque élevé parce qu'il vaut mieux agir à tort que pas agir du tout. Donc voici une proposition. Mais, alors, l'HAS a beaucoup réfléchi à ce genre. C'est très à la mode. On est en train de monter un peu partout des cliniques dédiées à la stéatose avec des prises en charge stratifiées où les gens pourraient bénéficier de tout en même temps. Vous imaginez s'il fallait faire une clinique où il y avait un cardiologue, un gastro-entérologue, un diabétologue, un chirurgien, ça coûterait trop cher. Donc l'HAS commence à éditer certaines règles. La ROCO est toute récente, elle est validée en juin 2022, elle clarifie les niveaux de recours, et dans ce niveau de recours, vous avez sur ce côté toutes les actions qu'il faut réaliser, et vous voyez bien que ces actions comportent le diabète, dépister le diabète de type 2, l'hypertension, l'évaluation des maladies cardiovasculaires et du LDL, c'est le programme d'hier après-midi, donc je ne sais pas qui a copié sur l'autre. Et puis, il y a la stéatopathie, il y a l'arthrose, il y a l'atteinte rénale, il y a le dépistage des cancers, il y a l'évaluation bucco-dentaire, il y a la qualité de vie, et ainsi de suite. Donc, tout ça commence à être mis en place. Et vous voyez qu'en vert, dans la strate numéro 1, le médecin en soins primaires, c'est-à-dire le médecin généraliste, est désigné comme coordonnateur de la prise en charge avec les infirmières, avec les nutritionnistes, avec l'éducation thérapeutique. Et graduellement, la prise en charge monte crescendo pour aller vers le secteur 3, là où il y a l'équipe médico-chirurgicale qui pratique le suivi et la prise en charge dans des centres d'obésité et de nutrition dédiés. Donc voici un exemple. Et il n'est pas à copier. Probablement que ce que je voudrais dire, ce que nous pourrions faire, ma part, ma contribution, ça serait de dire que pour nous, peut-être qu'on a des spécificités algériennes, qu'il faudra peut-être les vérifier. On a le droit d'être curieux. Est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux marqueurs qu'on pourrait nous-mêmes utiliser? Vous voyez que le ELF, alors, allez, le ELF, c'est Enhanced Liver Fibrosis, c'est un test un petit peu compliqué, vous verrez, il fait partie de la stratégie anglaise. Idéalement, il faudrait évaluer tous les patients NAFLD, mais ça va être difficile. Mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'il faudra une évaluation globale du risque métabolique avec l'ensemble des sociétés savantes concernées. Et j'espère être associé, puisque je crois, et je parle sous votre contrôle, il y a une prochaine journée avec la Société algérienne de prise en charge de l'obésité, des maladies métaboliques. Donc chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Et ma conclusion, ça serait de dire qu'après avoir serré les coudes, on en a tous souffert, il est un petit peu le temps de retrousser ses manches. Et est-ce que les facteurs de risque sont exactement les mêmes en Algérie? Nous avons une culture qui est différente, des habitudes alimentaires probablement différentes. Il n'y a pas d'alcool, donc je suis sûr que ça va avoir implication sur les plaquettes. Et mes collègues qui exercent en Algérie doivent déjà vivre ça. Les algorithmes devraient probablement être modifiés. Et est-ce qu'il y a, on a parlé hier de score calcique, ça c'est la part qui a été faite en hépato. Mais qu'en pensent les cardiologues? Qu'en pensent les pneumologues? Qu'en pensent les diabétologues? Est-ce qu'eux aussi, ils ont des critères de substitution, un peu comme nous on utilise le fibroscan, comme nous on utilise les tests non invasifs? Et voilà, je vous remercie pour votre attention et pour votre écoute. Merci, M. Chéri. On n'a pas voulu arrêter le temps pour vous laisser travailler aisément. Donc, j'invite notre ami professeur Coutier pour la deuxième communication, place des IPP dans la prévention des hémorragies, j'allais dire des métrorragies, des hémorragies liées aux thrombos, aux antithrombos. Vous voulez partir? D'accord. Donc, professeur Coutier, je vous prends 5 minutes de votre temps. Oui. J'invite, allez-y, si vous avez des questions à poser pour le professeur
C'est Ahmed. Vous avez droit à une question. Honneur aux invités. Bon, merci professeur C'est Ahmed pour votre communication assez brillante et assez claire. Une question, puisque nous sommes dans la fonction hépatique pour vous et pour professeur Chekhi. Si dans l'interrogatoire on découvre que la personne ou le malade qui est devant nous a présenté déjà des signes d'hépatite ou un ictère, hépatite médicamenteuse, hépatite virale, un ictère, est-ce qu'on doit arrêter ou interdire la prescription de ces médicaments qu'il vient de citer, ou je fais allusion surtout à la contraception hormonale? Merci. Merci. Concernant la contraception, donc il y a un bilan qui doit être fait au préalable. Si c'est une hépatite, si c'est un patient qui a fait une hépatite B ou A qui guérit, il n'y a aucun souci à prendre les médicaments, il n'y a aucun problème. Il faut seulement faire une évaluation de son état hépatique. Si actuellement il est correct, il n'y a pas de contre-indication à remettre le malade sous traitement. Si ça dépendra de l'étiologie. S'il a fait une hépatite aiguë, virale, qu'elle soit A ou B, et qui est guérie, il n'y a aucun souci. Mais c'est surtout la surveillance par la suite, parce que là, on voit que tous les malades, tous les patients qui sont sous contraceptif oral, pratiquement il y a une automédication, il n'y a aucune prise en charge par les sages-femmes ou par les génies, malheureusement. Une question pour mon ami Ahmed. Merci pour tes deux brillantes prestations qui sont complémentaires, qui se rejoignent. Ma question, est-ce que tu as parlé d'une approche donc, dans ta dernière communication, donc d'une approche anglaise, même d'une approche en France, mais justement, qu'en est-il d'un parcours de soins, disons, à l'algérienne? Ton affinité pour l'élaboration des parcours de soins. Alors, je dirais d'abord, pour la première question, qui est celle, pour la première remarque, je crois que tu m'as dit, j'ai encore mémoire, tu m'as dit pour la complémentarité des interventions. Concernant la complémentarité des interventions, de l'opportunité des interventions, ça s'adresse à messieurs les organisateurs, que je remercie d'avoir fait un truc où les choses, finalement, on a pu gagner un peu de temps. Donc ça, c'est leur mérite. Ils ont bien pensé à leur programme. Deuxième point, effectivement, je voulais volontairement parler d'une expérience anglaise dont la philosophie était, eux, les Anglais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un test cher, l'ELF, qui est la métalloprotéase, l'acide, le P3P, l'acide hyaluronique. Donc c'est un test cher. Ils l'ont mis entre les mains de généralistes pour protéger leurs hôpitaux. Parce que vous savez que le système anglais, il est un peu lourd, il est très sectorisé. D'accord? Donc eux, les Anglais, leur système, c'était de protéger, d'éviter l'encombrement. Okay? Et tu as bien vu sur les diapos, ils ont eu 70% de réadressage en moins. Le système français, la France, on a un peu peur, il y a eu pas mal de scandales qui sont passés, donc on a la tête un peu plus près du bonnet, donc on ne veut pas occasionner de perte de chance à un malade. C'est la philosophie française. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est comme au football, l'Algérie ne gagnera que si elle joue à l'algérienne. Tiki-taka, c'est nous qui l'avons inventé. D'accord? 82 pour les plus jeunes. Donc, après, c'est à vous, c'est aux sociétés savantes algériennes de proposer. Et effectivement, il faut que ce soit adopté. C'est ce que j'ai essayé de dire. Il faut que ce soit adapté à notre stratégie, à notre culture. Nous, par exemple, si vous prenez... Moi, je suis dans les plaquettes. Vous avez vu, les plaquettes sont déterminantes dans tous les tests. Je suis sûr que les plaquettes en Algérie ne doivent pas être les mêmes parce qu'un des gros problèmes, et je parle sous contrôle de Chiri, un des gros problèmes des plaquettes, c'est l'alcool. Quand on consomme beaucoup d'alcool, les plaquettes, elles baissent. Donc en Algérie, il y a moins d'alcool, donc le taux de plaquettes, il va être moins discriminant. Mais il faut faire des chiffres de chez nous.
Et donc c'est à vous, à toi, à moi, à tout le monde de le faire. Je suis tout à fait d'accord avec ta question, elle est ô combien importante. Oui, ma question, c'est pour le docteur Sid Ahmed. Concernant la stéatose hépatique, je suis par là. C'est en combien de temps que la stéatose, c'est-à-dire elle va décompenser ou évoluer vers la fibrose ou la cirrhose hépatique? Et est-ce que le jeûne intermittent, dont on parle souvent, est-ce qu'il est efficace pour la stéatose? Est-ce que c'est des lésions qui vont être, c'est des lésions irréversibles ou c'est réversible? C'est-à-dire le tissu hépatique va reprendre son architecture d'avant? Ce sont deux très bonnes questions. Merci. Je ne sais pas si j'ai la compétence pour répondre à toutes ces questions. Effectivement, il y a une étude, on a comparé selon CERTIP, il y a une seule étude où ça a été... Il y a un produit qu'on a utilisé pour la nage et qui n'a fait aucun effet. Donc il nous a servi de groupe contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça dépend ce que vous recrutez. Ça va relativement vite si vous êtes diagnostiqué au stade de cirrhose. Très rapidement, dans les 5 ans, il survient des événements délétères. Si vous êtes diagnostiqué à un stade plus précoce, la courbe d'évolution est un peu plus chaotique. C'est-à-dire qu'elle est essentiellement pondérée par la comorbidité et les mesures que vous mettez en place. Si vous vous rendez compte d'une stéatose à l'âge de 30 ans, que vous faites du sport, elle est réversible, ça va. Si vous continuez, au fait, le gros problème, c'est qu'on a du mal à faire des cohortes typiquement neutres. Les gens, ils mangent mal, ils boivent, ils fument. Vous vous souvenez de toutes les diapos que j'avais fait, de telle sorte qu'on ne peut pas définir un protocole à tout le monde. Actuellement, dans mon service qu'on fait, c'est quand je vous fais un fibroscan que je trouve supérieur à 8, je vous revois une année plus tard pour pouvoir essayer de répondre à la question. Le deuxième point que vous m'aviez dit, c'était par rapport au jeûne. Je n'ai pas connaissance des résultats qui ont été faits sur le jeûne thérapeutique. Il y a des choses qui sont sorties. Franchement, je n'ai pas de réponse claire à vous donner là-dessus. En tant que physiologiste, j'aurais dire, je ne suis pas tout à fait favorable pour les yo-yo. Parce que le foie est un volant de régulation. Glycogénèse, néoglucogénèse, au fait que si vous faites un jeûne, et tout dépend de la qualité du jeûne et probablement de la qualité du suivi, mais je m'excuse, je n'ai pas de réponse très claire à vous donner là-dessus. Désolé. Peut-être que... Alors, si seulement on pouvait arrêter le temps, mais malheureusement, le temps a un impact sur nous. Et j'invite notre ami et frère, c'est Salah Berkane, professeur Salah Berkane. Je vous invite. Vous êtes out, monsieur Salah, l'hypoglycémie peut-être, à remettre ce petit cadeau à notre ami Ahmed. Et j'espère que vous resterez en contact avec lui. لا 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 لا